Christine Tecky avec Univisuel pour personnalité ariégeoise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier épisode des 24 personnalités ariégeoises. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et quoi de mieux que de clôturer ce projet avec Christine Tecky, présidente du département. Bonjour Christine. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Ouais. Vous êtes donc la 24e personnalité à passer dans le projet donc personnalité ariégeoise. Qu'avez-vous pensé, vous, de ce projet? Je crois que ça met en visibilité un certain nombre de personnes, mais surtout par rapport aux structures et à leur quotidien, à leur action sur le territoire, à mieux connaître aussi ces structures. Des fois on dit, je sais, vous avez interviewé la Chambre d'agriculture, les parlementaires, oui, mais au fond, derrière, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Qu'est-ce qu'on peut décrypter? Voilà, et puis donc de ce côté-là, je dirais le projet est hyper positif. Et puis, c'est peut-être un petit espoir, c'est, vous savez, on dit il y a ceux qui ont beaucoup de visibilité, peut-être ceux qui en ont moins, et pourtant, il y a tant de pépites, et puis je vous souhaite alors de trouver ces pépites sur notre territoire, parce que vous allez vous réjouir. Vous l'avez dit, ce projet personnalité ariégeoise, il a pour but, pourquoi pas, d'informer la population sur des sujets qui sont peut-être méconnus ou mal connus, de donner un peu une vision aérienne de ce qui se passe sur le département. Donc c'est ce qu'on va voir avec vous tout de suite. Que se passe-t-il à l'intérieur donc, du conseil départemental de l'Ariège? Est-ce que c'est un exercice que vous avez l'habitude de faire? Pas forcément dans ce format-là. Ouais. Vous avez quand même l'habitude de passer face à des caméras? Oui, bien sûr, ouais, un peu. Ici même d'ailleurs, où est-ce qu'on est? Alors ici, on est dans l'assemblée départementale du conseil départemental de l'Ariège. Donc derrière, vous voyez, il y a les sièges pour les conseillers départementaux, et puis on a ce qu'on appelle un peu le perchoir. Si on fait l'analogie avec l'Assemblée nationale, ça y ressemble tout en étant beaucoup plus modeste, et ça nous va bien, ça nous ressemble. En quelques mots, puisqu'on y reviendra après, mais qu'est-ce qu'on y fait dans cette salle? Alors cette salle, elle est dédiée aux 4 ou 5 séances plénières, c'est-à-dire avec l'ensemble des élus, qui vont s'étaler sur toute l'année. Beaucoup de séances qui sont liées au budget, mais pas que, avec des rapports spéciaux qui vont montrer un petit peu ce qu'on va faire au cours de l'année, comment ça va se dérouler, quelles sont les perspectives pour les années d'après, dans toutes les thématiques, la solidarité, les routes, le désenclavement, l'aménagement numérique, les personnes âgées, la protection de l'enfance. Voilà, c'est ces grandes thématiques qui sont les thématiques du département. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre parcours? En quelle année vous avez été donc présidente du département et votre petit parcours politique? Vous présentez. Peut-être la question qui est derrière, c'est comment on arrive petit à petit là. Je dirais il y a peut-être un peu de côté familial. Mon grand-père maternel était assez impliqué dans la vie politique locale dans un tout petit village du Puy-de-Dôme. Voilà, ça sème des petites graines quand même, je pense. Bon. Et puis après, je dirais des rencontres qui ont été importantes. Je suis revenu en Ariège après une quinzaine d'années à Toulouse pour ma vie professionnelle. Voilà. Initialement, donc, vous êtes ariégeoise? Alors, moitié-moitié, puisque ma mère est d'Auvergne et mon père est né à Seix. Voilà. D'accord. Et vous êtes né où? Alors moi, je suis né en dehors des frontières françaises, puisque mon père étant militaire, on a eu des parcours de 3 ans en 3 ans, et on a déménagé. Vous suiviez la maison familiale, il y avait 2 maisons familiales du coup, on se retrouvait à la fois chez mes grands-parents en Auvergne et à la fois régulièrement aussi chez ma grand-mère à Seix. J'ai toujours eu la volonté de venir en Ariège. Depuis mes 15 ans, je me dis un jour je reviendrai vivre là. Et donc,
ça a été possible au moment de la naissance des enfants. Voilà, 97, je suis revenu à Sète, j'ai retrouvé du travail sur l'Ariège, et donc ça a permis de stabiliser sur un endroit qui me parlait. Ça vient d'où cette volonté de vouloir très jeune venir habiter en Ariège? La montagne, je pense, il y avait de ça. Vous savez, un endroit où vous vous sentez bien, qui vous parle, qui vous charme, voilà un peu tout ça. Aujourd'hui, vous êtes la première femme présidente du département. Que représente ce symbole pour vous et pour le territoire? Alors je le regarde pour moi avec humilité. Parce que dans ce parcours, il ne se fait pas tout seul, il se fait parce qu'il s'est composé avec d'autres, parce qu'il y a d'autres qui sont engagés à passer le témoin, et parce qu'ils ont passé le témoin parce que aussi la parité leur parle, et qu'ils considèrent qu'à un moment donné, voilà, il faut aussi qu'il y ait ce brassage-là qui intervienne. Et bon, je le regarde personnellement avec humilité, mais aussi conscience de la responsabilité que ça donne. Et puis, je dirais que, moi je dis aux jeunes filles, mais aux jeunes garçons, j'espère qu'ils l'entendent aussi, qu'il faut saisir tous les possibles. C'est-à-dire, voilà, et se dire que, ah ben non, c'est pas pour moi, non, ça n'existe pas ce mot-là. Voilà, et la société, elle est composée quasi à parité, 50% de garçons et de filles. Il faut qu'elle soit dirigée comme telle. Toutes les opportunités qui parlent et sur lesquelles on se sent cohérent avec ses engagements, avec ce qu'on est intimement, je dirais. Oui, c'est le symbole des possibles. Beaucoup de citoyens, aujourd'hui, ignorent ce que l'on fait au Conseil. Vous l'avez déjà un peu expliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire les sujets les plus abordés ici, ou les plus importants du département? Ce que connaissent le mieux les Ariégeois, c'est des routes départementales. Alors, la deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui ils connaissent bien, c'est la responsabilité en termes d'éducation sur les collèges. Oui. Alors, pas dans le contenu pédagogique, bien entendu, mais dans l'entretien des bâtiments. Ce sont des bâtiments qui étaient des bâtiments d'État, qui ont été transmis au département. Alors, ce n'est pas que le bâtiment, parce que nous, on est allé, mais ça c'est un choix politique, qui est le pédagogique périphérique. On peut considérer que le numérique, le sport, la culture, en ayant cet objectif que 100% de nos collégiens puissent à un moment donné avoir accès à la culture qui nous paraît essentielle. Voilà, ça fait partie des deux grands pans que l'État nous a confiés à un moment donné. Et puis, gros pan d'activité quand même, il faut le dire, le département, c'est la solidarité. La solidarité, c'est quoi? C'est de la petite enfance aux plus âgés, puisqu'on va être sur la protection de l'enfance, sur l'aide sociale à l'enfance, sur la protection des plus fragiles tout au cours de sa vie, parce que, vous le savez, on peut avoir des ruptures dans un parcours, et il faut aider, être tremplin, accompagner et relever, parce que c'est bien, et lutter contre la pauvreté, tout ça, ça fait partie des grandes orientations du département. Et puis, dans la période de vie où on a un peu plus que 60 ans, voire beaucoup plus que ça aujourd'hui, c'est tout l'accompagnement de la personne âgée, soit à domicile, soit en résidence d'autonomie, soit les maisons de retraite, ou EHPAD, on dit maintenant. Voilà, c'est tout ça. Et après, libre à nous de choisir si on veut faire d'autres choses. Et on fait plein d'autres choses, parce qu'on est un aménageur du territoire. Voilà, en termes d'eau, en termes d'aménagement numérique. Vous avez vu qu'on portait en tant que maître d'ouvrage le déploiement de la fibre, donc on est aménageur. Et des fois, on intervient sur du désenclavement, même si on n'est pas les maîtres d'ouvrage. Mais aujourd'hui, le conseil départemental dispose de quels moyens financiers, budgétaires, pour faire fonctionner tout ça? Alors, vous voulez savoir quel est le montant
Voilà. Partons peut-être de l'enveloppe générale. Alors, l'enveloppe générale, enfin notre budget, il est autour de 160 millions d'euros en fonctionnement, et puis il y a 65-66 millions d'euros d'investissement. Et Alors, avec tout ça... 160 millions plus 65. Oui, c'est ça. oui, Non, oui, approximativement, oui, oui, mais c'est ça, c'est pas compris dans oui, les... Oui, c'est ça. Ok. Voilà, et avec tout ça, on doit faire fonctionner Un département. l'ensemble des départements. Ouais. Voilà, exactement. Alors, c'est quoi nos ressources? Parce que bon, quand on a dit ça, on ne sait pas d'où viennent les ressources. C'était ma prochaine question. Voilà. Vous m'avez devancé. Mais... Voilà. C'est quoi les ressources? Les ressources, il y a des dotations d'État. Et puis, il y a ce qu'on appelle, pour nous, et qui est une difficulté, vraiment, on n'a plus vraiment de fiscalité, mais on va recevoir une part des droits de mutation à titre onéreux. C'est-à-dire, c'est cette taxe qui est demandée lorsque on vend ou on achète un bien. On va essayer de le synthétiser un maximum. Aujourd'hui, le budget du département, il dépend de l'État, d'une dotation de l'État, Oui. d'une dotation, enfin une dotation des taxes Oui. récoltées, et est-ce qu'il y a d'autres après revenus, disons? Je vais dire non. C'est les deux grands... Oui, enfin, si on doit vraiment extrêmement synthétiser, Oui. c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Il y a des dotations d'État et des parts de fiscalité qui sont très fluctuantes Voilà. et qui fragilisent vision l'élaboration Ouais. d'un budget sur une année. Sur une Parce année, qu'un jour, ça peut être en bas, un jour ça peut être en haut. Donc vous êtes obligé Donc, on est de- obligé de stocker pour déstocker, voilà. Enfin, Voilà. D'avoir toujours une réserve de secours, quoi, Ah, disons. C'est comme ça que marche un nous, département. en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a construit. Comme ça que vous l'avez construit, ouais. En ayant eu cette vision vision assez prudente du budget. mais avec un investissement qui a été toujours très fort. Donc ça nous a permis, ça va nous permettre de tenir les engagements qu'on avait pris en 2021. Tout à fait. C'est capital. Moi, je dis toujours, la parole donnée, elle a pour moi un sens et une profondeur qu'on ne peut jamais remettre en cause. Donc vous nous avez parlé du budget du département, mais je souhaiterais savoir, si c'est possible, quel est votre salaire, vous, en tant que présidente du département? Alors, il n'y a pas de salaire, parce que les élus ne sont pas des salariés du conseil départemental, sinon ça veut dire qu'ils seraient installés à vie dans ces fonctions-là. Il y a une respiration démocratique qui fait que tous les 6 ans, on remet en jeu cette fonction. Donc, il y a une indemnité, c'est quand même important la différence, D'accord. et l'indemnité, pour ma part, est de 3 200 € net. Voilà. D'accord. C'est beaucoup ou pas beaucoup, vous trouvez, pour vos responsabilités en tant que président du département? Je crois qu'il ne faut pas le regarder, c'est quoi le salaire horaire, comme on pourrait le regarder par rapport à des salariés qui vont diviser par 35, parce que, bon, vous le savez, on est plus près de 100 heures par semaine que de 35 heures, mais quand même, vous êtes c'est très l'engagement sollicité. qu'on a pris, c'est un engagement auprès de nos citoyens. Il y a toute la partie, je dirais, travail de fond qu'on fait ici, et puis après, il y a toute la partie aussi d'aller à la rencontre des citoyens, des structures, des entreprises. Il y a la partie responsabilité aussi qui doit rentrer en jeu, j'imagine. Mais moi, je trouve que, franchement, pour moi, c'est tout à fait bien. Et Voilà. cette indemnité est la même pour tous les présidents ou présidentes de départements de France? Non, je pense que dans l'Assemblée, quand elle s'installe, on va fixer l'indemnité du président, des vice-présidents, voilà, qui sont en fonction ou qui vont être en fonction. Et chaque assemblée, alors il y a un maximum, bien entendu, va fixer ses propres indemnités de fonction dans un barème qui existe. C'est-à-dire qu'il y a une petite fluctuation. Il y a un barème national malgré tout. Voilà, il y a un barème national, comme ça se fait dans les communes. Pour parler un petit peu de l'Ariège, comment décririez-vous l'Ariège, le département de l'Ariège, pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas? Je dirais un territoire rural, un territoire qui est bien équipé quand même,
à la fois touristiquement, au niveau infrastructure routière, même si on y reviendra, hein, parce que je ne voudrais pas quand même laisser penser qu'on va s'arrêter là. Bien sûr. Voilà, sur laquelle il y a eu beaucoup d'investissements pour désenclaver ce territoire et le rapprocher. Hein. Un territoire où on peut avoir aussi une capacité à s'installer autrement que par le seul fait d'être une résidence secondaire, un touriste, de passage, etc. Donc on a quand même pas mal misé sur la question du télétravail, etc. Hein, 11 000 personnes sont venues quand même en Ariège travailler pendant la période du Covid. Donc c'est important, ça veut dire que c'est une terre qui est quand même reconnue pour sa capacité à accueillir, je veux dire, à accueillir des travailleurs, et voilà, son confort de vie, le fait que ce soit maillé, le fait qu'il y ait encore des services publics, le fait qu'il y ait des commerces de proximité, qu'il y ait une vie, je dirais, de village et de vie urbaine, qui culturellement est très maillée, parce que ça, c'est incroyable, hein. Et je dirais que voilà, il fait bon vivre en Ariège. Je l'ai dit au début. Non, mais je pense qu'on peut clôturer cette partie par ça. Ça, c'est vrai, il fait bon vivre en Ariège. Pour vous, qu'est-ce qui fait la force de l'Ariège et quelles sont ses vulnérabilités? Alors, je dirais la première des choses, à la fois force, à la fois vulnérabilité, le fait que ça soit un petit département. Pourquoi c'est une force? Parce que ici, on a toujours travaillé avec nos députés, vraiment en équipe, soudés, ensemble. Et quand c'est pas trop grand, on peut encore avoir de la cohésion. Voilà, c'est ça que vous voulez dire on par peut là. avoir de la proximité, on peut rencontrer les gens, on peut leur parler, on peut se connaître, et puis on peut faire ce que j'appelle de la dentelle. C'est-à-dire que on va aller construire un peu des solutions qui sont adaptées à des territoires, mais peut-être ailleurs ça sera autre chose. Hein. Bien sûr. Construire avec nos partenaires, avec la CCI, avec qui on travaille beaucoup, et la Chambre des métiers aussi, la Chambre d'agriculture, voilà, tout ça c'est un petit monde qui se rencontre par la proximité du voilà, territoire. Par la proximité du territoire. Alors ça c'est une force, ça, et puis parce que l'Ariège, traditionnellement, a eu cet engagement, je dirais, de co-construire, voilà, de coopérer avec ses partenaires. Voilà. Bon, alors des fois, on se chipote, hein, ça veut dire qu'on est toujours d'accord. Hein, mais en tout cas, ce travail-là, on le fait plus en puzzle que sur un système très hiérarchique et tout ça. Et voilà, et puis c'est fluide, ça va vite. Alors ça, c'est une force. La faiblesse, c'est que justement, on est un petit territoire. Vu de Paris, je veux dire, l'Ariège, 152 000 ou 154 000 habitants, c'est à peine un quartier de Toulouse, ça peut être anecdotique. Voilà, donc nous, notre rôle, mais c'est de peser. Et nos députés nous le disent souvent, eux ils représentent la ruralité, mais ils sont très peu. Très peu. Et donc il faut qu'on ait absolument ensemble, c'est ce qu'on fait, hein, les 3 parlementaires et tout ça, on pèse du plus qu'on peut sur ce sujet. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des personnes qui sont réticentes sur le département au développement justement de celui-ci? Oui. Peut-être parce que certains sont venus s'installer ou étaient déjà installés. Enfin, moi, je n'ai pas de sujet avec ça, avec l'installation, hein, soyons clairs. Hein, mais en se disant qu'ils venaient s'installer dans une pépite naturelle qu'ils ne voulaient pas voir bouger. Mais moi, j'ai toujours milité pour un territoire qui se construit, un territoire qui se construit autour de l'entreprise, autour du développement économique, autour de choses qui permettent aussi aux Ariégeois d'avoir une opportunité à rester sur le territoire, à avoir une activité professionnelle. Donc voilà, c'est pas le néant, et certainement pas, puisqu'on évoquera aussi la question de la montagne, à se dire que la montagne, c'est la montagne ensauvagée, c'est déséquilibrer cet écosystème dans lequel que l'homme a travaillé depuis des millénaires même.
c'est des visions qui sont différentes, mais qui Bien des sûr. fois s'opposent, qui sont difficiles. Voilà. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux personnes qui ont peur de voir dégrader leur département par son développement? Mais je crois que l'histoire et ce qu'on a fait de ce département, puisqu'on le dit, le département est préservé. Mais alors donc, ça démontre notre volonté de développer et préserver. Voilà, c'est le juste équilibre entre développement économique et Préservation. voilà, et préservation, écologie, je ne sais pas comment il faut le dire. Voilà, ce territoire, il a droit au développement, il a droit à de l'économie, il a droit à permettre aux citoyens qui habitent ici et à d'autres de venir y travailler et y vivre. Voilà. Oui, parce que j'imagine que tout ça, c'est aussi pour pouvoir pointer le département sur la carte au niveau national. Est-ce que vous trouvez que l'État comprend les réalités de notre département aujourd'hui? Alors, certainement pas, puisque, bon, vous savez, on va arriver sur la question du prédateur, hein, sur laquelle, qui est une question importante. Parlons alors du prédateur. Les gens pensent qu'on prend ça, et que ça fait rigoler, mais nous, ça ne nous fait pas rire. C'est pas une histoire drôle. C'est à un moment donné un État qui accapare le territoire d'autres personnes qui y habitent, en disant, écoutez, on doit préserver, donc pas de concertation des populations qui y habitent, réintroduction, et je dirais quand même un certain nombre de mensonges, puisque au début on disait, non mais attendez, vous inquiétez pas, elle ne va pas se reproduire, vous comprenez bien. Bon, aujourd'hui, on en est dépassé. Aujourd'hui, 124 ou 128, je crois que validé par l'OFB. Donc, on a des problèmes aujourd'hui, alors pas qu'avec le pastoralisme, hein, mais je dirais aujourd'hui, on a des rencontres régulières avec des randonneurs. Alors, des peut-être qui se passent pas trop mal, et puis des qui se sont très mal passés. Hein, 2019, le garçon qui était randonneur à Estours, moi je l'ai reçu à la mairie, je peux vous dire qu'il était aussi blanc que votre t-shirt. Il s'est passé à deux doigts. Et puis le chasseur, ne faisons pas de chasseur qui a été traîné sur 150 mètres, l'agresseur, non, c'est la victime. C'est juste le regard qu'on y pose dedans. Ok, il était chasseur. Bon, mais voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il a été agressé quand même, et mordu, et envoyé à l'hôpital. Et s'il n'y avait pas eu un pompier, il était mort. Donc, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un sujet de sécurité pour les populations, hein, et un sujet, je dirais, de comment l'économie de ce département va être impactée par la présence des ours. On pense à la forêt. Le pastoralisme, oui, c'est la première économie. On pense à l'apiculture. L'apiculture est un sujet aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'à Ouzat, l'ours est arrivé jusqu'à Ouzat et que les ruches ont été dévastées. Voilà, donc comment on peut continuer à travailler sur ces espaces montagnards, hein, qui étaient quand même une tradition, qui est aussi un modèle agricole, parce que je veux pointer ça, c'est que quand on défend un modèle agricole et un modèle de consommation en proximité, alors on défend le pastoralisme. Voilà. Il y a la montée en estive, il y a la consommation sur les espaces montagnards pour préserver la ressource en plaine quand on va redescendre. C'est comme ça que ça se construit aujourd'hui, mais depuis des millénaires, ça se fait comme ça. Alors pourquoi l'État ne prend pas conscience de ce sujet-là et de la réalité du terrain? Pourquoi il est aveuglé? Alors je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience plus locale, hein, quand il y a un préfet qui arrive là, au début, il dit ce qu'on lui a dit. Petit à petit, il s'aperçoit que quand même, ça pose de réels problèmes. Et je trouve, les deux derniers préfets, préfètes et préfets, ont été des relais au niveau national, mais les ministres, ils doivent se poser maintenant la question, c'est ce qu'on leur a dit la dernière fois qu'on les avait vus avec le président de la Chambre et le président de la Fédération pastorale. Je lui ai dit, mais si vous ne posez pas aujourd'hui la question de la régulation sans tabou, vous la poserez dans 10 ans.
Donc aujourd'hui, il vaut mieux préparer et anticiper, regarder ce qu'on peut faire, plutôt que de se dire, ça jamais on n'en parlera pas. Ben oui, mais les ours, ils se reproduisent, voilà, 124. Hein, et demain, il n'y a pas de raison, dans 10 ans, ils seront 200 ou 300, je ne sais pas. Enfin, au rythme, il suffit de faire un petit calcul, là, c'est un exercice de mathématiques. Pour les jeunes qui passent... Celui qui arrive à nous trouver combien d'ours dans les Pyrénées. Il a gagné, oui, à partir de 128. 128, bon. C'est ça? S'il y en a un qui arrive à nous trouver le nombre d'ours qu'on aura dans les Pyrénées dans un an, il gagnera une visite du conseil départemental. Et il partagera un repas avec la présidente. Et bien voilà. Le défi. Non, mais ça, c'est pour préparer les épreuves du bac. Hein. C'est important quand même. Hein. Voilà, on concerne nos jeunes. On leur donnera quand même quelques informations, de savoir sur les 128 combien il y a de femelles. Je finis un petit peu parce que c'est quand même un sujet important. Ça nous a amené à monter une structure très particulière qui s'appelle le Parlement à la Vallière-Montagne, dans lequel on a regroupé, vous le savez, toutes les activités économiques, syndicales de l'Ariège. Hein. Si on peut expliquer qu'ailleurs ça se passe très bien et qu'il n'y a qu'en Ariège où ça se passe mal, ou dans les Pyrénées, hein, plus largement, ça serait bien, mais sauf qu'on s'aperçoit que... on a le problème partout, quoi. Voilà, quand on va en Espagne, ça se passe mal, quand on va en Italie, ça se passe mal, et donc, nous, notre sujet, c'est de regrouper ces pays européens au travers d'une rencontre qu'on prévoit en octobre, voilà, pour échanger, se rassembler, s'unir et pouvoir peser. On le voit aujourd'hui, la colère des agriculteurs au niveau national et notamment en Ariège. Est-ce que vous comprenez? Ben écoutez, la pire des choses, je dis, c'est ne pas tenir ses engagements. Donc il y a eu des engagements qui ont été pris. De vos prédécesseurs, vous voulez dire? Non, je parle de l'État. De l'État. Ah, on est sur l'État, pardon, voilà, on est sur l'État parce que aujourd'hui, les manifestations qu'il y a des agriculteurs, elles sont vis-à-vis de l'État. Elles ne sont pas vis-à-vis du département. Bien sûr, c'est national, évidemment. Donc ce n'est pas vis-à-vis de l'institution départementale, il n'y a rien. Voilà, dès que je vois un nouveau préfet arriver, c'est de leur redire, je ne suis pas un représentant de l'État en territoire. Nous sommes une collectivité. Alors c'est quoi la différence? C'est que le préfet représente, allez, pour faire simple, le préfet va représenter, et ses services, va représenter le président Macron aujourd'hui dans les territoires, hein, et en tout cas toute l'application des lois, voilà, etc., pour faire simple, hein, très simple. Hein. Et la collectivité départementale est une collectivité politique qui peut être totalement opposée au côté politique du président et de son gouvernement, que le préfet représente en territoire. Alors, vous comprenez qu'il y ait des gens qui puissent faire l'amalgame, du coup? Oui, mais alors ça pose aussi la question de l'éducation. Moi, je pense qu'on a un vrai sujet là, de bien connaître ces institutions, de bien connaître ce que c'est que la République, de bien connaître ce que veut dire laïcité. Voilà, il y a une indépendance dans la Constitution des collectivités locales. C'est bien qu'on puisse faire une aparté sur ça, parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Effectivement, vous avez parlé de l'éducation. Peut-être qu'en France, on est alors éduqué ou mal informé, en tout cas, sur comment est structuré un département, ou même comment est structuré l'État, quel est le rôle du préfet, du député, de la présidente de département, etc., etc. C'est pour ça que je vous mets donc en lien là-haut donc l'interview de Laurent Pagny-Fous, donc le député de notre département, et également vous avez bien expliqué quelle est la différence entre un département et l'État, notamment qui est représenté par le préfet, et votre rôle. Aujourd'hui, on sait que le département connaît donc des difficultés en matière d'accès aux soins. Quelles sont les priorités d'action qui sont mises en place ? Écoutez, on a fait le choix, alors pas tout seul, avec les collectivités, avec les professionnels de santé, d'aller, on va dire, dans 3 directions, je dirais. La première, c'est d'aménager le territoire pour que les professionnels de santé puissent avoir un lieu commun d'échange et d'exercice qui soit dans l'ensemble des territoires, qui maille l'ensemble des territoires. Hein. Ça, de façon à avoir cette vision pluridisciplinaire, éviter l'engorgement dans les urgences et avoir cette présence-là.
Deuxième chose, il y a un changement dans la pratique du métier, bien entendu. Alors, moi, j'ai connu un docteur qui faisait peut-être plus de 70 heures. Bon, ben, aujourd'hui, les générations aspirent à autre chose, à avoir une vie de famille et une vie professionnelle, comme nous tous d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est tout à fait légitime. Donc, avec Carole Delga, la présidente de région, on s'était engagé à aller vers du salariat de certains médecins quand ils le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Hein. Donc, le premier salarié a été à Sainte-Croix et je remercie la présidente de région de nous avoir aidés à concrétiser ça parce que c'était un groupement d'intérêt public hein, qu'on a constitué aux côtés de la région. Et voilà une action concrète qu'on mène entre ces deux collectivités hein, sur ce sujet-là qui était important. Et puis, troisième point, je dirais, la formation. De deux côtés, la formation universitaire, qu'on puisse concrétiser cette première année, ces 3 premières années en Ariège sur le campus de Foix, parce que quand ils sont là, ils partent moins vite. Donc là, vous venez d'annoncer en fait un projet qui est en cours, ça serait de faire une première année en université, donc à la fac de Foix. Alors, ça n'annonce pas non, mais de c'est projet. Un projet qui est en cours, alors, qui est en réflexion. Je dis simplement les démarches où on en est. Donc, voilà, le sénateur avait sollicité, on est allé rencontrer le doyen, et puis maintenant, on est à la présidente de l'université. Et on espère que ça pourra se concrétiser. Moi, je crois qu'au niveau national, ils étaient plutôt sur la position que par département, on pourrait installer ce genre de formation, instaurer ce genre de formation, quand il y a des campus universitaires, etc. C'est le cas de l'Ariège, on est moteur, on est prêt à faire une expérimentation. Nous, on est sur ce sujet-là, ne nous fait pas peur. Hein, et je crois que ce serait une vraie chance et pour le territoire et pour nos jeunes. Oui, bien sûr. Au lieu de partir sur Toulouse, dans d'autres départements, ils pourront rester en Ariège pour faire leur première année. Bien sûr. Comment s'inscrit aujourd'hui l'Ariège dans la transition écologique et énergétique ? Alors, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps en 2021. On avait fait une commission prospective, c'est-à-dire pour se fixer un peu de lignes de conduite dans le temps, etc. On a un budget qui est dédié totalement à la transition et surtout sur la transition énergétique. Et on sait qu'il y a un enjeu énorme sur le territoire pour les collectivités, les communes qui n'ont pas toujours les moyens, etc. Et donc on a un fonds dédié à cette transition. Et nous-mêmes, nous sommes maîtres d'ouvrage sur les collèges que vous connaissez bien. Donc on fait beaucoup d'isolation par l'extérieur, de réflexion sur les îlots de fraîcheur aussi, très sollicité par les jeunes aussi là-dessus. Hein. Donc voilà, on a des projets très concrets sur la question. Hein. Pour clôturer ce chapitre, où voyez-vous l'Ariège dans 10 ans ? Alors, peut-être, je ne sais pas si c'est où voyez-vous l'Ariège dans 10 ans ou quel espoir j'aurai qu'elle soit. Voilà. Quel est le cap ? Voilà, moi j'espère, et on verra si ça se concrétise, hein, une Ariège désenclavée. Alors désenclavée numériquement, elle le sera. 2025, c'était notre engagement et elle le sera. Et ce projet, il n'est pas là juste pour dire, allez, en 2025, on a terminé. Ce désenclavement numérique, il était essentiel pour les citoyens, pour que demain, ça reste encore un territoire vif, innovant, où des entreprises s'installent, etc. Et puis relié aux autres territoires. Et relié aux autres territoires. Donc, c'est pour ça que je dis désenclavement numérique. Et évidemment, le pendant aussi de ça, c'est qu'on puisse venir en Ariège. Et donc, le désenclavement routier est quand même un sujet. Avec, vous le savez, encore des sujets sur la RN20, dont on espère que quand même le PER, plan État-région prochain, mettra la totalité des fonds qui sont attendus sur le tunnel de Tarascon, qui va quand même donner un peu de fluidité et désengorger ces bouchons qu'on connaît et qui n'apportent pas de bien-être ni aux citoyens ni aux commerçants, parce que moi je crois vraiment à la question de
Tarascon, ville-étape. Vous savez, ça sera sur la RN20 la première étape qu'on pourrait faire, qu'on peut faire. Il n'y a pas d'aire commerçante depuis Toulouse, donc vraiment valoriser la ville comme cette ville-étape est une ville commerçante qui le mérite. Hein. Voilà. Deuxième point, je dirais que c'est plus un espoir parce que, je l'ai dit, je suis assez quand même inquiète par certains côtés, c'est que notre espace montagnard soit quand même encore un espace habité, packagé, voilà, cultivé et pour lequel on a bien intégré le juste équilibre qu'il doit y avoir entre l'homme et les animaux dans leur généralité, hein, et qu'on ne se dise pas que l'État, oui, peut accaparer les territoires. Ça, moi, je me battrai jusqu'au bout pour que ça ne soit pas le cas. Et qu'on ait vraiment du bon sens paysan. Et être paysan, c'est être concret. Et je suis ça, me semble-t-il, en toute humilité. Et je crois que ça, c'est plutôt un espoir. Voilà, c'est plutôt un espoir. Puis j'espère pour nos jeunes, quand même, un territoire qui continue à être maillé culturellement, associativement, qui soit vif. Si vous avez un message à faire passer aux citoyens ariégeois, quel serait-il aujourd'hui ? J'aime l'Ariège et aimer l'Ariège. C'est vraiment ce qui vous représente, c'est l'Ariège. Ouais. Vous êtes vous-même, je crois, sportive. Vous aimez les randonnées, vous aimez la nature. Oui, mais je pense que c'est ce qui m'a toujours séduit, ressourcé aussi, charmé, je ne sais pas comment on peut dire. Ouais. Hein, ce côté-là, et puis le côté qui est aussi que avec ces espaces-là à côté, c'est toujours plus facile d'y travailler parce que on rentre à la maison, on voit le Vallier, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Bien sûr. Vous avez un endroit préféré où vous aimez bien vous ressourcer en Ariège, vous randonnez ? Oui, la montagne en général. Moi, je tourne plutôt du côté de chez moi. Hein. Moi, je suis du côté du Haut-Couserans, sur ces espaces-là. Alors, pour finir cette interview, pour clôturer cette interview, si vous devez résumer votre engagement en tant que présidente du conseil départemental, quel serait-il ? Je dirais plusieurs mots, parce que, un, c'est compliqué. Proximité, sincérité, loyauté, fidélité. Ça fait 4. Ça fait 4. Merci. Merci. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est un cadeau, quelque chose qu'on offre à toutes nos personnalités. Je vous laisse l'ouvrir. Voilà. C'est ça. C'est une carte de visite connectée. Vous connaissez ? Pas du tout. Mais non, pas du tout. Et pourtant, si je vous dis que c'est Élodie Vert qui crée ces cartes de visite connectées, elle a une société sur Saverdun, et vous lui avez remis l'an dernier le prix du Soroptimiste. C'est bien ça, c'est un mot très compliqué, je me le suis noté. Alors non, on l'a vu à Talent de femme. Aussi peut-être. Il y a beaucoup de talents, effectivement. Et c'est pas moi, mais c'est la présidente de Soroptimiste qui lui a remis ce prix. Tout à fait, voilà. Donc elle vous a fait une carte connectée, donc vous pouvez vous en servir. Je la remercie. La poser. D'accord. Eh bien écoutez, merci Madame Tecky. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce dernier épisode de Personnalité ariégeoise. Et encore, merci et bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. À bientôt.